France Inter. Bienvenue dans Autant en emporte l'histoire. Aujourd'hui, Lady Franklin à la recherche de l'expédition perdue. Sur les îles Shetland au large de l'Écosse, on se souvient encore de la venue de Lady Franklin en 1849. Cette élégante Anglaise avait frappé les esprits. Immobile sur un rocher battu par les vents, le regard embué de larmes scrutant l'horizon, la Lady avait tendu les bras vers le nord, implorant le retour de son bien-aimé. 4 ans plus tôt, l'expédition polaire de Lord Franklin était partie vers l'Arctique, à la recherche d'un passage entre l'Atlantique et le Pacifique, le mythique passage du Nord-Ouest. Mais voilà 4 ans que Lady Franklin était sans nouvelles. Bon, ça c'est pour l'image fleur bleue, une image victorienne d'épouse éplorée qui, entre parenthèses, n'était pas pour déplaire à l'intéressé. Tout ce qui pouvait susciter la sympathie de donateurs était bon à prendre. En réalité, si Lady Franklin s'est rendue aux îles Shetland, ce n'est pas pour pleurer devant les flots, mais bien pour obtenir des informations des baleiniers de retour du Grand Nord. Sur leur route, n'avaient-ils pas croisé un des navires de l'expédition, l'Erebus ou le Terror? Avaient-ils des nouvelles? Étonnante Lady Franklin, qui de 1848 à 1875 va lancer pas moins de 40 campagnes et mobiliser plus de 2000 hommes pour partir à la recherche de l'expédition perdue. France Inter, Stéphanie Duncan, Autant en emporte l'histoire. Dominique Lebrun et Christelle Mouchard, bonjour. Dominique Lebrun, vous êtes écrivain, spécialiste de la mer et de l'aventure polaire. Christelle Mouchard, écrivaine également, auteure de romans et de biographies de femmes aventurières notamment. Et c'est vous qui avez écrit la fiction aujourd'hui. L'expédition polaire britannique, commandée par Lord Franklin, qui part en 1845, est une des grandes aventures de l'épopée arctique, mais elle n'est pas la première du genre. Depuis quand les Occidentaux s'intéressent-ils aux pôles ? Et en 1845, qu'est-ce qu'on connaît et qu'est-ce qu'on ignore encore des pôles et qu'on voudrait connaître ? Eh bien, en 1845, l'Angleterre est à la fois furieuse et inquiète. Elle est furieuse parce qu'en 1840, un Français qui s'appelle Dumont d'Urville a touché le continent antarctique. Depuis, l'Angleterre a envoyé 2 navires, Terror et Erebus, à la découverte de ce continent. Ils ont trouvé l'accès au pôle Sud, et donc il ne reste plus qu'à s'occuper du pôle Nord. Mais dans le même temps, il se trouve que la Russie, souvenons-nous que l'Alaska est devenue américaine à la fin du 19e siècle seulement. À l'époque, la Russie possède l'Alaska et a des visées sur le passage du Nord-Ouest. Donc l'Angleterre veut accélérer les choses, pense que les choses vont être assez simples parce que par la terre on a exploré ces territoires, et donc envoie 2 navires, un petit peu la fleur au fusil, comme on dirait sur un champ de combat terrestre, pour régler cette formalité qui consiste à passer le passage du Nord-Ouest. C'est étonnant qu'ils considèrent les choses avec autant de légèreté, parce que ça fait quand même quelques siècles que l'on essaie de trouver le fameux passage du Nord-Ouest. L'idée est de passer de l'océan Atlantique vers l'océan Pacifique par le Nord, par le pôle Nord. Voilà, c'est toute l'histoire de la conquête du Nord. Il ne s'agit pas de conquête strictement géographique, c'est une affaire strictement commerciale. Il s'agit de trouver la route la plus courte entre l'Europe et, on va appeler ça la Chine, disons l'Asie, les Indes on appelle ça. Il y a 3 possibilités. La première, la plus connue, c'est le passage du Nord-Ouest, on passe par le nord de l'Amérique. L'autre, c'est passer par le nord de la Sibérie, la route du Nord-Est, celle où William Barents va décéder. Et il y a une troisième, qu'aujourd'hui on a totalement oubliée, qui est celle tout simplement du pôle Nord. On croit, à l'époque, que la banquise, ce n'est pas de l'eau de mer qui s'est gelée, mais un ensemble de glaces venues de l'intérieur des continents par les fleuves, qui sont rejetées au large et qui forment un amoncellement de glace. Mais si on franchit cet amoncellement de glace, on trouve derrière, par un miracle extraordinaire, une eau plate, un ciel bleu, et on peut passer le pôle Nord. Espèce de paradis, quoi. Un paradis. Donc en 1845, quand Lord Franklin va partir, on y croit encore à ce moment-là. Alors, on croit à 2 choses.
d'une part, l'existence de la mer libre du pôle, et ensuite, on pense, puisqu'on l'a repéré par la Terre, que si on trouve le cheminement par les chenaux qui se trouvent très à terre, en appelant ça le nord du Canada si on veut, et non pas vers le Grand Nord, on doit trouver le passage. Alors, la personnalité la plus connue de l'expédition Franklin, curieusement, ce n'est pas Lord Franklin ou les navires de l'Erebus ou du Terror, c'est Lady Franklin, qui pourtant évidemment ne monte pas à bord de ces bateaux. Christelle Mouchard, en 1845, quand son mari donc part dans cette expédition, elle est née en 1791, donc c'est plus une gamine, elle a 54 ans, et déjà une vie bien remplie derrière elle. Bien remplie, effectivement. Déjà, au moment où part Sir John Franklin, il y a dans ce personnage une apparence et une réalité. Et ceux qui la connaissent bien le savent. L'apparence, effectivement, c'est cette incarnation de l'ère victorienne, on peut dire. Hein, ce personnage d'une dignité à toute épreuve. Une femme distinguée. Distinguée et qui est entièrement dévouée à son mari. La réalité qu'ont fréquenté à la fois sa famille, mais aussi ceux qui ont bien connu Sir John, c'est une femme, comme on disait à l'époque, disons un peu qui porte la culotte, quoi. Ce qu'on lui a un petit peu reproché, c'est-à-dire qu'elle reste avec Sir John le temps qu'il faut pour influencer ses décisions ou l'épauler dans toutes ses fonctions, et le reste du temps, elle voyage. Et ça, effectivement, depuis toute jeune, elle est rongée par une curiosité géographique, on pourrait dire presque maladive, et à une époque absolument étonnante, parce que déjà dans les années 1820, elle voyage à travers la planète de façon quasiment compulsive. Et en 1837, elle part avec son mari, qui est envoyé comme lieutenant-gouverneur en Tasmanie, donc cette île qui se trouve au sud de l'Australie. Voilà, effectivement, on peut dire qu'elle sillonne la Tasmanie dans des endroits où aucune femme européenne en tout cas n'est jamais allée. Tout ça, évidemment, en restant une véritable lady. Et elle est aussi remarquée pour son action philanthropique, comme on disait à l'époque. Alors on est à la frontière de l'apparence et de la réalité. Hein. Ne disons pas que Lady Franklin était une philanthrope. Je pense que ce serait trahir la réalité. C'était une femme. Pense d'abord elle-même. C'était une femme qui nourrissait une grande ambition, mais qui avait du mal à la nourrir pour elle-même, enfin à accomplir ce dont elle rêvait pour elle-même. C'est donc cette femme bouillonnante d'énergie qui, en 1845, rentrée en Angleterre, va voir son mari partir pour le Grand Nord. Dominique Lebrun, Christelle Mouchard, on se retrouve dans une trentaine de minutes. Tout de suite, Lady Franklin à la recherche de l'expédition perdue. Un texte de vous, Christelle Mouchard, écrit spécialement pour Autant en emporte l'histoire. Réalisation, Juliette Eman. Voilà, il est parti. Je n'arrive pas à y croire. Ces deux petites voiles qui s'effacent sur l'horizon, elles emportent mon mari loin vers le nord. J'aimerais tant être avec vous, John. Vous allez en voir des choses extraordinaires. Des icebergs, les aurores boréales, le soleil de minuit. Et moi, pendant ce temps-là, je vais attendre. Pas trop longtemps, heureusement. 1 an, 2 ans tout au plus, selon l'état de la banquise. Peut-être même me prendra-t-il la fantaisie d'aller à votre rencontre de l'autre côté de la terre. Vous savez que j'en suis capable. Quel bonheur ce sera, John, de revoir sur l'horizon les voiles de vos navires. Et vous ne serez plus tout à fait le même. Vous serez un héros, le plus grand explorateur polaire de tous les temps, Sir John Franklin, l'homme qui a forcé le passage du Nord-Ouest. J'ai tellement hâte. À bientôt, John. À bientôt. Le passage du Nord-Ouest. Comme ses contemporains, Lady Franklin est certaine en ce mois de mars 1845 que son mari va donner réalité à ce grand mythe géographique. Aux côtés de Sir John Franklin, Francis Crozier, officier en second, marin d'expérience et ami de la famille. Avec eux partent 129 hommes d'équipage répartis sur 2 navires. Au mois de septembre, 6 mois après le départ, l'expédition est prise par les glaces dans le détroit de Lancaster.
La situation est normale, car c'est ainsi que progressent les navires polaires, bloqués pendant l'hiver et naviguant pendant l'été. John Franklin et Francis Crozier attendent donc patiemment le printemps et les premiers signes de débâcle. Avril 1846. Ma chère Jane, tout va bien à ce jour. Notre hivernage est sur le point de se terminer, car le temps se réchauffe. Et la banquise se disloque autour de nous. Je suis bien content que cette longue immobilité se termine. Hélas, nous avons 3 morts à déplorer. Sans doute ces hommes n'ont-ils pas suivi mes recommandations pour lutter contre le scorbut. Certains marins continuent à préférer la viande salée. Pourtant, nos conserves ont un goût agréable. Ces nouvelles boîtes... Sir John ? Oui. La glace est en train de s'ouvrir autour de nous. Nous allons pouvoir repartir. Ah, splendide. Faites remonter les mâts et arrimez les canots. Avec un immense plaisir. Je termine ma lettre et je vous suis. Votre lettre ? Un journal, plutôt. Je le tiens pour Lady Franklin. Une promesse que je lui ai faite. Je comprends. Vous devez tellement lui manquer. Oh, ça non, je pense pas. Mais à mon retour, elle voudra tout savoir, je la connais. Ces nouvelles boîtes en métal soudées au plomb font merveille. J'ai mangé hier soir. John Franklin a raison. Il ne manque pas à son épouse, car elle a toujours fort bien su se passer de lui. À première vue, le couple est mal assorti. Lorsqu'ils se sont rencontrés 20 ans plus tôt, lui était un explorateur polaire auréolé de sa gloire, mais déjà vieillissant, et tout prêt, semblait-il, à jouir d'un repos mérité. Elle, au contraire, bouillait d'énergie et d'ambition. Incapable de tenir en place, elle n'a cessé de quitter son mari pour voyager à travers le monde. Pourtant, malgré la différence de tempérament, John et Jane sont étroitement unis. Et si au printemps 1846, Lady Franklin vagabonde avec insouciance autour de la Méditerranée, c'est parce qu'elle n'a encore aucune inquiétude sur le sort de son mari. Quelle chance, ma tante, que vous m'ayez emmenée avec vous à Corfou. Je m'en félicite. Vous avez une grande qualité, Sophie. Vous aimez voyager autant que moi. Je me sens tout de même un peu coupable quand je pense à mon oncle et à Monsieur Crozier. Ne vous sentez pas coupable. Je suis sûre que John et Francis vont passer un été merveilleux. Savez-vous que sous le soleil, la banquise brille comme un diamant ? Vous dites cela comme s'il s'agissait d'une croisière d'agrément ? Forcer le passage du Nord-Ouest n'est certainement pas une croisière d'agrément, mais c'est une navigation prévisible pour de vétérans. Tout de même, mon oncle n'est plus très jeune. C'est bien pour cela qu'on lui a confié ce commandement. Il s'agissait de couronner sa carrière par un exploit facile mais emblématique. Je suppose que c'est pour la même raison qu'on lui a donné 2 navires de légende. L'Erebus et le Terror. Des vétérans de l'exploration polaire, eux aussi. Cependant, j'ai entendu dire que le choix n'était pas si judicieux. Ils sont trop lourds, avec un équipage trop nombreux. Sophie, je connais mieux que vous le sujet. On a donné à cette expédition toutes les chances de réussite. Il ne faut pas écouter les mauvaises langues. En fait, c'est Francis, enfin, Monsieur Crozier qui me l'a dit en confidence. L'Erebus et le Terror sont solides, mais peu maniables. Et vous conviendrez que Monsieur Crozier connaît aussi bien le sujet que vous, ma tante. Ne soyez pas impertinente. Ces navires ont été équipés de façon à affronter confortablement les pires hivers de l'Arctique. Je les envie, savez-vous ? Je n'en doute pas. Je vous ai vu dans le bush, en Australie. Et pendant la traversée de la Tasmanie. Si j'étais un homme, c'est moi qui serais partie. Pardonnez-moi, ma tante, mais votre désir d'être à la place de mon oncle vous conduit à minimiser les risques qu'il court. Dites-moi, Sophie, cette inquiétude que je sens en vous, est-elle pour votre oncle ou pour Monsieur Crozier ? Ma tante, vous savez que j'ai refusé la demande de Monsieur Crozier. Jamais je n'épouserai un marin. Il me l'a dit, en effet. Mais il m'a dit aussi qu'il ne s'avouait pas vaincu. Quand il reviendra, refuserez-vous encore ? Vous le verrez bien. Tandis que Lady Franklin et sa nièce poursuivent leur villégiature, le Terror et l'Erebus reprennent leur navigation vers l'ouest. Ou plutôt, pour commencer, vers le sud. Car l'Arctique est en cette région un labyrinthe d'îles déchiquetées qu'il faut contourner sans savoir comment sera l'état de la glace au fond de chaque nouveau détroit.
À l'automne 1846, soit 1 an et demi après leur départ, les 2 navires sont à nouveau pris par la banquise. Un deuxième hivernage commence, qui se déroule sans encombre jusqu'en juin 1847. Puis brusquement, les perspectives changent. Entrez, Francis. Comment vous sentez-vous? Très mal. Je m'affaiblis. Je n'en ai plus pour longtemps. Voyons, Sir John, vous ne pouvez pas dire cela. Ne perdons pas de temps, Francis. Nous devons parler pendant que je suis encore lucide. Je comprends. Quelles sont vos instructions? Vous allez prendre le commandement de l'expédition. Je n'ai aucune crainte. Vous en êtes capable autant que moi. Je ne vous contredirai pas. La situation est mauvaise, vous le savez. Comment vont les autres malades? Il y en a un de plus. Donc, 20 au total. En fait... Quoi? 2 sont morts dans la nuit. Une épidémie? La rumeur court que ce sont les boîtes de conserve. Oh, je n'y connais rien. De toute façon, ce sont nos seuls vivres. On ne trouve aucun gibier sur cette côte. Il y a trop de vent. Faut que vous partiez de là au plus vite. Mais comment est la glace? Toujours aussi compacte. Mais cette ouverture aperçue dans l'ouest hier... Elle s'est refermée. La nuit dernière, la température est descendue à -40. En plein mois de juin, c'est à peine croyable. Francis, il faut vous préparer à être bloqué ici encore une année entière. Que Dieu vous garde. Nous avons de quoi tenir. Nous y arriverons, Sir John. Même à équipage réduit. J'en suis sûr. Une chance pour vous, Francis. Finalement, c'est vous qui ouvrirez le passage du Nord-Ouest. Le héros, ce sera vous. Voilà qui réjouira ma nièce. Vous voulez dire... Sophie? Comment refuserait-elle sa main à l'homme le plus célèbre d'Angleterre? C'est ce que vous serez à votre retour, vous en avez conscience? Sachez, Sir John, que lorsque ce bonheur sera le mien, je n'oublierai pas de mettre mon exploit sous votre patronage. Je vous en fais le serment. Je ne me fais aucun souci. Mon épouse y veillera. Vous pouvez être sûr. Lady Franklin. Dire qu'elle pense avoir de vos nouvelles cet été. Elle va commencer à s'inquiéter, n'est-ce pas? Oui. Quelle déception pour elle. Elle croyait en moi. J'ai l'impression de la trahir. Où êtes-vous, John? Pourquoi ne vous a-t-on pas encore signalé dans le détroit de Bering? Vous allez devoir hiverner encore une fois. J'ai peur pour vous, cher amour. Revenez vite, je vous en prie. C'est curieux. Je n'ai jamais dit ce genre de choses à John quand il était près de moi. Il m'agaçait tellement. Je le trouvais trop gentil, indécis, mou. Je me demandais même comment il avait pu être explorateur. Sophie a raison. Il n'aurait pas dû repartir à son âge. Est-ce moi qui l'ai poussé à solliciter ce commandement? Je n'ai rien dit, mais il a pu le faire pour me prouver qu'il était encore l'aventurier que j'avais aimé. Quelle terrible pensée. Bon, je rentre à Londres. Il faut que je voie ces gens de l'Amirauté. Il est temps d'agir. En cette fin d'année 1847, voilà bientôt 3 ans en effet que l'expédition a quitté l'Europe. Aussi, Lady Franklin n'a-t-elle aucun mal à convaincre l'amirauté britannique d'organiser des secours. Et le dispositif sera tel qu'elle le souhaite, énorme. 3 expéditions prennent le départ, l'une vers le détroit de Bering, l'autre vers le Groenland et la 3e dans l'extrême nord canadien. Mais comment retrouver l'Erebus et le Terror? Le détroit où les 2 navires se sont imprudemment engagés est bloqué par les glaces de façon quasi permanente. Francis Crozier, le nouveau chef de l'expédition Franklin, en a tragiquement conscience. Allez, on charge, les gars. Là, il y a encore de la place. Vous, là. 25 avril 1848. Là, ici, là. En l'absence de John Franklin, décédé depuis 1 an, j'ai donné l'ordre d'abandonner les navires
Toujours prisonnier des glaces et sans aucune perspective de dégel. La plume a cassé. Donnez-moi une autre, Pegler. Vite. Je fais ce que je peux, monsieur, mais je sens plus mes doigts. Moi non plus. Il faut pourtant que j'écrive. Si on nous cherche, ce papier sera le seul indicateur de la direction que nous prenons. Tenez. Merci. Nous nous dirigeons vers l'embouchure de la rivière Back, sur la côte canadienne. La rivière Back, monsieur? Mais c'est à 300 000 d'ici au moins. C'est notre seul espoir. Il faut y aller, Pegler. Les canaux sont prêts, monsieur. On y a mis tout ce qu'on pouvait. Placez-les sur les traîneaux et attelez les hommes. C'est bien lourd, monsieur, pour un équipage sous-alimenté. Oui. Quel terrible voyage nous attend. Vous êtes sûr qu'on ne ferait pas mieux d'attendre les secours ici? Ils ne nous trouveront pas. Nous nous sommes mis dans un piège. Ils vont nous chercher pendant quelques mois, puis ils repartiront. Et tout le monde nous croira engloutis. Pas Lady Franklin, monsieur. Vous vous souvenez comme elle a préparé l'expédition avec nous? Elle ne nous laissera pas tomber, j'en suis sûr. Vous avez raison. Mais que pourra-t-elle faire, toute seule? Allons, Pegler. En route. On attelle! En route, les gars! Allez! Allez! Allez, on tire! Attendre, encore et encore. Ces fonctionnaires. Ils se soucient de vous comme d'une guignette, John. Ça ne se passera pas comme ça. Je vais écrire au Premier ministre, au président des États-Unis et au tsar de Russie. Mieux que ça, je ferai dire des prières dans les églises. J'enverrai des lettres ouvertes aux journaux. Ou plutôt non. Je vais demander à Sophie de le faire pour moi. Elle a une jolie plume. Un peu trop lyrique à mon goût, mais cela ira très bien. S'ils ne veulent plus payer, je réunirai des fonds moi-même. Je trouverai des donateurs. Beaucoup de donateurs. À partir d'aujourd'hui, le sort de l'expédition Franklin n'est plus l'affaire de l'amirauté. C'est mon affaire. Ainsi commence, par la seule force d'une femme aussi énergique que perspicace, ce qu'on appellera The Franklin Search, ou tout simplement The Search, la recherche, avec une majuscule. Une entreprise gigantesque, mise en branle sous la pression des journaux et de l'opinion publique. Elle va durer 10 ans, mobiliser des centaines d'hommes et absorber des fortunes. Au total, pas moins de 39 expéditions de secours, privées au public, partiront. Devenue en quelques mois une icône médiatique, image du dévouement et de l'obstination vertueuse, Lady Franklin s'implique personnellement. Au printemps 1851, elle assiste au départ du premier des navires qu'elle aura financé elle-même. Vous entendez, Sophie? Ça parle de moi, cette chanson, non? Oui. On l'appelle Lady Franklin's Lament, la plainte de Lady Franklin. Elle parle d'un marin en mer qui voit en rêve une noble dame pleurer son mari. Ma fortune je donnerai, dit-elle, pour savoir seulement s'il vit. Ce ne serait pas vous qui l'auriez écrite, cette chanson, Sophie? Je reconnais votre style. Peu importe, ma tante. Tout le monde la chante, elle appartient à tout le monde. Elle puise son inspiration dans votre noble chagrin, votre infatigable ardeur dans la poursuite d'un but plus grand. Bon, c'est bon, c'est bon. Regardez là-bas, plutôt, au mouillage. Est-ce mon bateau? Oui, votre bateau. Et là, en train d'embarquer, votre équipage. Si l'on m'avait dit cela quand j'étais jeune fille, obligée de broder d'insipides napperons, que je serais l'armateur de magnifiques navires, commandés par de grands capitaines. À ce propos, qui est ce jeune homme là-bas en uniforme? Joseph Bello, un Français. Il est second sur votre bateau. Joli garçon, vous ne trouvez pas? Chut, ma tante. On pourrait dire que c'est un de vos jeunes protégés. J'ai toujours aimé les jolis garçons. Je l'admets. Comment ai-je rencontré celui-là, au fait? Joseph Bello? Il vous a écrit? Vous lui avez répondu? Ah oui. Il demandait à faire partie de mes équipages. Il disait qu'il fouillerait l'Arctique entier s'il le fallait pour retrouver John. Et surtout, il m'a parlé de la mer libre du pôle. La mer libre du pôle? Qu'est-ce que c'est? Une hypothèse, selon laquelle il existerait une vaste étendue d'eau non gelée à l'emplacement du pôle Nord géographique.
Une fable, non? Peut-être. Ce jeune Joseph Bello y croit en tout cas. Il pense que ce serait l'explication du mystère. Réfléchissez. Puisque l'Erebus et le Terror n'ont pas été retrouvés sur la ligne qui va du Groenland au détroit de Bering, ne se pourrait-il pas que John soit parti vers le pôle Nord? Et alors, il serait entré dans cette mer inconnue. Et depuis, il tournerait en rond sur le sommet du monde, prisonnier d'une eau libre entourée de banquises. N'est-ce pas fascinant? Je me demande si je ne vais pas partir avec Monsieur Bello finalement. C'était mon intention première, avant que vous ne m'en dissuadiez. Je ne pense pas que cela plairait à ce jeune Français. Pas plus qu'aux commandants des autres expéditions. Soyez lucide, ma tante. Ils attendent que vous les financiez, c'est tout. Ainsi peuvent-ils explorer le pôle Nord à moindre frais. La recherche n'est pour eux qu'un objectif parmi d'autres, voire un prétexte. Je le sais bien. Je ne leur en veux pas. Qui sait si moi-même je ne fais pas mine de secourir mon mari pour explorer le pôle Nord par personne interposée. Ne leur dites pas cela surtout. Ils seraient choqués. C'est tellement loin de ce que j'écris aux journaux. Rassurez-vous, le langage que vous utilisez et qu'ils reprennent est un code que j'ai moi-même imaginé. Je suis la dame, ils sont mes chevaliers. La recherche de l'expédition Franklin est une quête dont je tiens à rester l'inspiratrice. La dame et ses chevaliers? J'aime cette idée. Nous sommes là pour ça, Sophie. Pour les faire agir et pour les empêcher de se laisser mourir. À votre avis, à qui M. Crozier pense-t-il en ce moment, alors qu'il lutte pour rester en vie? Mon Dieu, Francis. Je dois marcher. Marcher. Ne pas dormir. Pour elle. Pour la revoir. Sophie, laissez-moi vous parler. Aidez-moi à ne pas dormir. Mon aimé. Saurez-vous jamais ce que j'ai fait pour survivre? Pour revenir en vainqueur? Vous m'avez dit, je n'épouserai jamais un marin. Mais dans vos yeux, je pouvais lire le contraire. Vous vouliez bien épouser un marin, mais un grand marin. Je n'en peux plus. Non, je ne dois pas m'arrêter. Je ne dois pas dormir. Est-ce que je suis seul à marcher? Sont-ils tous morts? Nous nous sommes dispersés, je crois bien. Les hommes ont peur les uns des autres maintenant. Qu'est-ce que... une ombre, là-bas dans le blizzard? Ce n'est pas un de mes hommes. Elle ne bouge pas. On dirait qu'elle attend. C'est la mort blanche. Maintenant, je suis bête. C'est un chasseur esquimau. Oh! Oh! Il s'enfuit. De toute façon, il ne peut rien pour nous. Personne ne peut plus rien pour nous. Même vous, Sophie. Votre image s'efface. Je crois que je vais quand même dormir un peu. Juste un peu. Les chasseurs esquimaux sont les dernières personnes à avoir vu vivants les hommes de l'expédition Franklin. Mais ils ignorent que des centaines d'explorateurs sont à la recherche de ces marins perdus, sans succès, et avec de nouveaux drames. Car la quête lancée par Lady Franklin comporte des épreuves qui peuvent être mortelles. 5 des navires de secours envoyés dans le nord disparaîtront broyés par les glaces. Un autre sera la proie d'une mutinerie avant même d'entrer dans l'Arctique. Quant au jeune Français Joseph Bello, il mourra noyé au cours d'une sortie sur la banquise. Pendant ce temps, à Londres, on fait tourner les tables pour demander aux esprits où se trouve l'expédition Franklin. Les esprits répondent, mais de travers, semble-t-il, puisqu'aucun navigateur ne part dans la bonne direction. Les chasseurs esquimaux, en revanche, vont donner des informations précises lorsqu'enfin un voyageur pensera leur poser des questions, quelque part dans l'extrême nord du Canada. Des précisions pour le moins troublantes qui arrivent finalement jusqu'à Lady Franklin, une nuit d'hiver en 1854. Ma tante, un homme vient d'apporter une lettre et un paquet. À cette heure-ci, 2 heures du matin. Regardez, le paquet vient de loin. Il a été envoyé par un certain Monsieur Ray, un employé de la compagnie de la baie d'Hudson, au Canada. Je sais où est la baie d'Hudson. Donnez vite. Des fourchettes, des cuillères.
C'est une plaisanterie? Regardez là, sur la fourchette. Seigneur, nos armoiries. Ces couverts appartiennent à John. J'ai rangé moi-même l'étui dans sa cabine. Il y a une lettre qui accompagne l'envoi. Eh bien, lisez, Sophie, lisez! Je passe sur les premières phrases, ce monsieur Ray ne fait que se présenter. Là, ça commence. Au mois d'avril de cette année, me trouvant dans la région de la rivière Bak, j'ai parlé avec des Inuits. Inuits? Qu'est-ce que c'est que ça? Des Esquimaux, je pense. Il peut pas s'exprimer comme tout le monde? Si je comprends bien, ce monsieur Ray parle la langue du peuple Inuit et vit au milieu d'eux. Ah bon, un original. Ces Inuits, donc, ont parlé d'un groupe d'Européens qu'on aurait vu il y a 4 ans, donc en 1850. Ils tiraient un canot posé sur un traîneau le long de la côte, sur l'île appelée du roi Guillaume. Dans un autre village, j'ai appris que des Inuits auraient trouvé une 30aine de corps gelés et des tombes près de l'embouchure de la rivière Bak. Certains corps étaient placés près des restes d'un campement. C'est là qu'ils ont trouvé ces couverts que je vous fais parvenir. Les Inuits disent aussi que, d'après les mutilations des cadavres et le contenu des marmites restées sur place, on peut penser que nos malheureux compatriotes ont été poussés à la dernière extrémité, le cannibalisme, pour prolonger leur existence. Qu'avez-vous dit? Ce monsieur a vraiment écrit cannibalisme? Montrez-moi, je ne vous crois pas. Il a osé l'écrire. Lancer une accusation pareille sur la foi des racontards d'un groupe de sauvages. Son rapport est confidentiel, ma tante. Il ne sera pas publié, il le précise à la fin. Allons donc, vous verrez. D'ici une semaine, tout le monde le saura. Mais personne ne le croira. Heureusement, c'est tout bonnement impossible. J'ai lu que les naufragés sur le radeau de la Méduse l'ont fait. On fait quoi? Manger les morts. Vous parlez de marins français, Sophie. Moi, je vous parle de marins anglais. Des Anglais mangeaient d'autres Anglais, allons donc. Il ne serait pas irlandais, votre monsieur Ray? Non, écossais. Mais vous avez raison. Le bruit risque de se répandre. Je vais tout de suite préparer une contre-attaque. Tâchez de dormir un peu, ma tante. Certainement pas. Sophie, où avez-vous dit que ces cadavres ont été vus? Au sud de l'île appelée du roi Guillaume. Bon. Allez, à demain. L'île du roi Guillaume. Où est cette carte? Ah voilà. Voyons. Le Groenland, le détroit de Lancaster, la rivière Bak. Là. C'est bien loin du détroit de Bering, et plutôt vers le sud. Cette mer libre du pôle n'existe pas, c'est évident. Le constatant, John aura voulu chercher une route le long du continent. C'était une bonne idée. Oh, mon Dieu, John. Est-il possible que vous soyez encore vivant quelque part? Plus personne ne voudra partir à leur secours maintenant. Surtout s'ils se sont mangés les uns les autres. Cannibales. Et alors? Est-ce que je sais, moi, ce que je serais capable de faire pour survivre? Mais bon, si je dis ce genre de choses, je ne trouverai plus d'argent. Tant pis. Je vendrai une partie de mes terres et j'achèterai un navire plus petit. Voilà tout. Ce n'est pas raisonnable, je sais. Mais je ne veux pas que l'aventure s'arrête. Mon aventure. On l'a compris, Lady Franklin ne rêve jamais en l'air. 2 ans plus tard, sa nouvelle et dernière expédition de secours est prête à partir. Faute de moyens, elle consiste en un simple yacht de plaisance reconverti dont le commandant, Leopold McClintock, accepte de travailler sans salaire, mais avec une idée précise de la méthode à suivre. Accompagné d'un interprète et de chiens de traîneau, il jette l'ancre au nord-est de l'île du roi Guillaume. De là, il lance des raids de plus en plus lointains et prend contact avec les Inuits. 10 ans ont passé depuis la disparition de l'Erebus et du Terror. Mais les explorateurs polaires comme les Inuits savent que la glace garde longtemps le souvenir des hommes qu'elle a tués. Le 25 mai 1859, dans les étranges lueurs du soleil de minuit, Leopold McClintock met fin au mystère de l'expédition Franklin. Mon Dieu. Un crâne. Blanc comme la neige. Un crâne.
des vertèbres. Un morceau de vêtement. Une veste. Avec un nom. Henri Pegler, quartier maître. Pauvre gars. La cage thoracique, entière. Henri Pegler a dû tomber face contre terre. Il a dû mourir comme il est tombé, droit devant lui. Les autres aussi, sans doute. Tout autour. Il me suffit de fermer les yeux pour les voir. Leurs vêtements raides de glace, leurs visages noircis par les gelures, leurs yeux aveuglés par l'ophtalmie, leurs pas lourds. Des morts vivants. Des dizaines de morts vivants qui descendaient vers le sud. Toute la glorieuse expédition Franklin. Capitaine McClintock. Montez, vous me raconterez en roulant vers l'auberge. Alors, vous les avez retrouvés? Non, enfin, oui. Soyez plus clair. J'ai trouvé des traces, nombreuses. Des traces? Quelles traces? Hélas, mademoiselle... Nous ne sommes pas en sucre, capitaine McClintock. Vous avez trouvé des corps, c'est cela? Oui, par dizaines. Le long de la côte ouest de l'île du Roi-Guillaume. Sous la neige. Certains seuls, d'autres groupés. Certains morcelés, d'autres pas. Quelques-uns cachés sous des canaux retournés. Vous avez donc vu les canaux? Oui. L'un d'eux était même intact, tel qu'il a été abandonné avec son matériel. Et quel matériel! Absurdement inutile, excusez-moi, madame. Des livres de prière, des savons, des éponges, de l'argenterie. Je me demande encore pourquoi ils ont emporté tout ça. Pas de journal de bord? Non, mais un document qui explique une partie du drame. Enfin! Nous remontions vers la pointe nord de l'île du Roi-Guillaume, quand nous avons aperçu un de ces tas de pierres qui servent de repère. Un cairn. Et sous le cairn, nous avons trouvé un cylindre en métal, et à l'intérieur, une feuille de papier. Une seule? Oui. Mais elle dit l'essentiel. La voici. Mon Dieu. L'écriture de Francis. Regardez bien. Sur ce document se trouvent deux textes écrits à 1 an de distance. Je vois. Le premier est daté du 28 mai 1847. Il dit que l'expédition a passé l'hiver précédent dans le détroit de Lancaster, qu'elle a pu y accomplir une longue exploration vers le pôle, puis constatant que le nord était barré par les glaces. Je m'en doutais. La mer libre du pôle n'existe pas. L'expédition s'est ensuite engagée dans le détroit qui longe à l'ouest l'île du Roi-Guillaume. C'est à ce moment sans doute que le document a été placé dans un cylindre et caché sous le cairn. 1 an plus tard, si je comprends bien, ce cylindre a été ressorti et Francis Crozier a ajouté quelques lignes sur le même document. Elles sont terribles. Elles disent que Sir John Franklin est mort le 11 juin 1847. Elles mentionnent aussi la décision de quitter les navires pour se diriger vers la rivière Back. C'est tout? C'est tout. Le reste, ma foi, est écrit dans la neige, sur 300 milles de côte, de cadavre en cadavre. Monsieur McClintock, peut-être est-il inutile, lorsque vous ferez votre rapport, de mentionner que certains corps étaient morcelés. Lady Franklin, je ne peux le taire. Mais il est évident que des bêtes ont pu emporter les membres qui manquent et que les marques sur les os peuvent avoir été faites par les dents des renards ou des ours. Certes. Et je compte sur vous pour qu'il soit écrit que l'expédition Franklin n'a rien d'un échec. C'est pour moi acquis, d'une manière ou d'une autre. Sir John Franklin restera comme le véritable découvreur du passage du Nord-Ouest. Nous sommes d'accord. Arrêtez!
Laissez-moi là, j'ai envie de marcher. Attends. Seule, Sophie. Je veux rester seule. Je vous retrouve à l'auberge. Oui, je sais, John. Vous n'avez pas découvert le passage du Nord-Ouest. Et vous n'auriez pas donné votre accord à cette fiction. Quelle importance. Depuis que j'ai lancé la recherche, les navires ont accompli plus de travail géographique que toutes les expéditions précédentes. Grâce à eux, John, votre défaite est plus belle que ne l'aurait été votre victoire. Et notez, si vous étiez revenu, j'aurais disparu des mémoires. Alors que maintenant, l'exploit m'appartient. Imaginez-vous, le Premier ministre a parlé de moi au Parlement. Et la Société royale de géographie va me décerner une médaille. Et tout cela, figurez-vous, sans que jamais je quitte mon rôle d'épouse dévouée. Je savais que ça vous amuserait. Vous allez me manquer, John. Mais bon, la recherche est finie. Je dois penser à autre chose. Pour tout dire, cette histoire m'a donné envie de visiter l'Alaska. Il paraît qu'on peut s'y déplacer à canoë. Ce doit être tellement amusant. Je vais en parler à Sophie. Elle verra comment organiser cela. We were homeward bound one night in the deep. Swinging in my hammock, I fell asleep. I dreamed a dream, and I thought it true, concerning Franklin and his gallant crew. Lady Franklin à la recherche de l'expédition perdue de Christelle Mouchard, avec Lady Franklin Valérie Vogt, Sir John Franklin Daniel Königsberg, Sophie Sarah Caponi, Francis Crozier Clément Bertrand, Léopold McClintock Yvon Martin, Pagler Aurélien Labruyère, et les voix de Malo de la Tullet, Benoît Lavoisier, Grégory Sauvion et Florian Goetz. Bruitage Bertrand Amiel, équipe technique Julien Douminc et Antoine Vieussat, assistante à la réalisation Sophie Pierre, réalisation Juliette Eman. Dans quelques minutes, je reprends la discussion sur Lady Franklin et sur les explorations polaires avec mes invités Christelle Mouchard et Dominique Lebrun. Love will catch you, spirit gon' catch you, yeah. Lying in reflections, moonlight hits your skin. Safe in conversation, you question where I've been. Two bodies on this mattress, yeah. Save me as it sinks, yeah. Automatic self-protection, yeah. Like airbags in my limbs. I'm drifting into open sky, and I don't feel so scared. Dreaming with these open eyes, yeah. Waves will catch you, life will catch you, love will catch you, spirit gon' catch you, yeah. Faith will catch you, friends will catch you, time will catch you, flash will catch you. Waves will catch you, life will catch you, love will catch you, spirit gon' catch you, yeah. Faith will catch you, friends will catch you, time will catch you, flash will catch you. Traveling for healing. I've been speaking, I had to speak to myself.
How far will I go? Spirit, yeah. Still wear that chain you gave me. That eagle made of gold. Now I'm drifting into open skies. Yeah. And I ain't scared as before. Ain't as scared as before. Waves will catch you. Life will catch you. Love will catch you. Spirit gon' catch you, yeah. Faith will catch you. Friends will catch you. Time will catch you. Flash will catch you. Waves will catch you. Life will catch you. Love will catch you. Spirit gon' catch you, yeah. Faith will catch you. Friends will catch you. Time will catch you. Flash will catch you. Just like Jonathan Livingston, seagull. Try catch the clouds in the free fall. I was caught by the wings of my people. Then you pick me up in your two-door. Hit the country roads, and you fill me in with the info. Stock was rising like tenfold, but you're more concerned with my mental. Shutting down is your default. Circling for the cheat code. Sun is out and it feels cold. Camera zoom with the ego. Find the bench and we recall memories to the people. Reconnect with the real goal. Camera zoom on my people. Sampha Spirit 2.0 sur France Inter, Autant en emporte l'histoire, est réalisé par Juliette Gou, assistée d'Emmanuel Fournier. Programmation musicale, Juliette L'Orphelin. À la technique, Antoine Teboul. Christelle Mouchard, Lady Franklin, était extrêmement connue au XIXe siècle. Comment est-ce qu'elle a fait pour réussir à convaincre tout ce monde, partir à la recherche de cette expédition perdue ? Alors ça, c'est vraiment propre à sa personnalité. C'est une personnalité, elle était déjà comme ça avant le départ de Sir John, en fait. C'est ça. Après coup, on a identifié ça effectivement au dévouement à cette femme pleurant sur son rocher. Alors que dès 45, elle était déjà dans l'ambition par personne interposée. Elle l'était déjà d'ailleurs, en fait, depuis son mariage avec Sir John. Et même avant, puisque au moment même où elle cherchait un mari, sur le marché du mariage, déjà, elle avait écrit qu'elle cherchait un homme auquel elle se dévouerait entièrement, mais auquel elle dévouerait son intelligence, c'est-à-dire qu'elle en ferait quelqu'un. Et donc, quand elle a épousé Sir John, déjà explorateur connu, c'est ça qu'elle cherchait, c'est la gloire. Et donc, au moment du départ de l'expédition, elle ne pouvait pas partir avec lui, mais elle a mis tout en œuvre pour que l'expédition réussisse déjà au départ. Dans l'équipement et l'organisation, elle était déjà présente. Donc, au moment où le soupçon de drame est arrivé, c'était logique qu'elle s'investisse totalement dans cette entreprise. Ça n'a pas étonné ses proches. Et d'ailleurs, en fait, cette identification à la recherche de l'expédition perdue a duré 10 ans. Et le monde entier était au courant de cette histoire. Voilà, on en tout à fait. Quand elle dit qu'elle écrit au tsar et au président des États-Unis, c'est vrai. Elle a réussi à mobiliser le monde entier pour la recherche de cette expédition. Elle a fabriqué entièrement la recherche, avec l'aide de Sophie, qu'il ne faut pas oublier de citer, car elle a joué un rôle aussi très important, parce qu'elle était la plume, en fait. Alors ces expéditions, on l'a compris, n'ont pas abouti à grand-chose, mais est-ce qu'elles ont quand même permis de faire avancer les connaissances sur le pôle Nord et sur l'Arctique ? Tout à fait, tout à fait. Oui, ça là-dessus nous serons d'accord. C'est effectivement toutes ces expéditions qui sont parties, alors certaines réellement pour retrouver Sir John, d'autres effectivement pour profiter du mouvement, pour faire avancer la recherche en tant que telle. Toutes ces expéditions ont effectivement finalement abouti à la découverte du passage du Nord-Ouest, et même mieux encore. Est-ce qu'on sait pourquoi l'expédition Franklin a échoué, Dominique Lebrun ? Oui, alors on sait d'abord pourquoi les équipages sont morts, empoisonnement au plomb. Donc les boîtes de conserve. Alors c'est idiot, hein. Les conserves étaient fabriquées, les couvercles posés dessus, et on faisait une soudure au plomb tout autour. Mais quelquefois le cercle du couvercle ne s'adaptait pas parfaitement, et du plomb passait à l'intérieur de la conserve. Donc saturnisme, mais pas seulement saturnisme. Les recherches qu'on a faites dans les années 80 ont démontré que oui, empoisonnement au plomb, mais s'il n'y avait pas eu en plus du scorbut, de l'épuisement, du froid, ça n'aurait pas été aussi grave. Donc c'est tout un ensemble. Et ce n'est que très tardivement qu'on pense à interroger les Inuits pour savoir ce qui s'est passé. D'ailleurs, ça montre à quel point on montrait peu d'estime à ce moment-là pour ces populations locales. Oui et non.
parce que précisément le bateau armé par Lady Franklin et commandé par cet Écossais qui est en fait le fils d'une indienne Cree qui a appris à lire et à compter grâce à John Franklin lui-même. Ces gens-là vont monter une opération de recherche en utilisant les techniques amérindiennes et inuites pour se déplacer et survivre dans le Grand Nord. Et dans les récits qu'on a obtenus grâce à Belleau, précisément, Joseph qui était avec Belleau, ces gens-là, Joseph Belleau a donc donné des rapports à la Société de géographie en France où on a vraiment les prémices du travail polaire. Comment on se protège du froid, alors qu'au même moment, les Anglais refusent de comprendre qu'il faut se vêtir de peau comme des sauvages et non pas en laine comme les industries britanniques le font. C'est toute la différence. Et c'est grâce finalement à la disparition de Franklin qu'on va apprendre tout cela. Et c'est grâce aux Inuits qu'on apprend vraiment ce qui est arrivé. Alors c'est grâce à eux qu'on va savoir vraiment ce qui s'est passé. Ce sera un lieutenant américain, mais seulement en 1879, qui va refaire toute l'enquête, c'est-à-dire ce qu'on a trouvé, les témoignages, les rapports. Il va partir sur place et établir un récit qui correspond, aujourd'hui on le sait, à pratiquement ce qui s'est passé, c'est-à-dire la tentative de remonter la rivière Back vers les lacs à l'intérieur du Canada pour retrouver la civilisation. Et ce n'est qu'en septembre 2014, au large de l'île du Roi-Guillaume, dans le détroit de Victoria, qu'un engin téléguidé va découvrir à 11 mètres de fond les restes de l'Erebus et 2 ans plus tard, ceux du Terror. Vous avez pu voir ces images, ça doit être assez bouleversant. Ah, c'est un choc, d'autant plus qu'on le voit sur son ordinateur sans aller jusque là-bas. Alors on savait que ces bateaux étaient par là, puisque ça fait encore, dans la tradition inuite, on savait que les mâts avaient dépassé longtemps, mais là on les a retrouvés. Ce qui est étonnant, c'est que ces bateaux ont dérivé de 300 km entre l'endroit où ils ont été abandonnés et détruits par les glaces et celui où ils ont fini par couler. C'est dire le mouvement de la banquise dans cette région-là. Alors évidemment, aujourd'hui, les enjeux de l'Arctique, des pôles, notamment du pôle Nord, sont bien différents de ceux de l'époque. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui et qu'est-ce qui intéresse les puissances dans ces régions, qui évidemment ne sont plus bloquées autant par les glaces qu'elles l'étaient à l'époque ? Alors qui ne sont plus autant bloqués, mais on aurait tendance à croire que ça passe alors que ça ne passe pas toujours. Ce qui passe surtout, c'est que les populations locales voient la possibilité économique de pêcher là où ils ne pouvaient pas pêcher, d'exploiter des minerais là où ce n'était pas possible, donc d'avoir une vie économique qui était inenvisageable. Dans le même temps, ça correspond à un dérèglement de la planète qui est catastrophique. Donc on est à la fois dans une situation un peu enthousiasmante, puisque donc des sociétés peuvent revivre, mais aussi dramatique, puisque c'est quelque part la fin de la planète, tout simplement. Christelle Mouchard, que va devenir Lady Franklin après la fin de cette expédition ? On l'a entendu, elle veut partir en Alaska, faire un beau voyage. Effectivement, elle va faire le tour du monde, tout simplement, avec Sophie, et aller jusqu'en Alaska, et effectivement descendre les rivières à canoë, comme selon le programme qu'elle s'était fixé. Et elle mourra en 1875. Et elle mourra à 84 ans, après être devenue une figure incontournable de la recherche géographique à Londres. Merci beaucoup Christelle Mouchard, merci Dominique Lebrun. Dominique Lebrun, je rappelle, vous êtes l'auteur notamment de Arctique, l'histoire secrète, paru chez Omnibus, ainsi que La Méduse, les dessous d'un naufrage, également chez Omnibus. Christelle Mouchard, on peut lire la biographie que vous aviez consacrée à l'aventurière Gertrude Bell chez Talandier, et également Elles ont conquis le monde, les grandes aventurières chez Artaud. Voilà, c'est la fin d'Autant en emporte l'histoire. Vous pouvez réécouter cette émission, la podcaster sur le site radiofrance.fr où j'attends avec impatience vos commentaires, ainsi que sur la page Facebook de l'émission. Samedi prochain, nous serons toujours au 19e siècle, mais en compagnie d'un philosophe à la réputation sulfureuse, Friedrich Nietzsche, quand en 1881, il entame l'écriture d'Ainsi parlait Zarathustra. Nous serons en compagnie aussi de 2 femmes étonnantes, sa sœur Elisabeth et la troublante Lou von Salomé. Friedrich Nietzsche et la naissance de Zarathustra, c'est samedi prochain à 15h sur France Inter.